Nouvelle du continent, l'actu de France et d'ailleurs. On commence. Dans les prochaines minutes, ce cessez-le-feu va cesser de ressembler à la paix et commencer à ressembler à un compte à rebours. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui se passe en ce moment, pas dans le passé, pas en théorie, maintenant, aujourd'hui. Et je veux donner ma meilleure analyse de ce qui va se passer dans les 7 prochains jours, parce que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran arrive à sa fin. Et ce qui se passera ensuite définira toute la direction de cette guerre et possiblement toute la direction du monde. D'abord, je veux m'assurer que nous comprenons tout ce qu'est réellement ce cessez-le-feu, parce que la plupart des médias le décrivent de manière incorrecte. Ils parlent d'un accord de paix, ils parlent d'une percée diplomatique, ils parlent de progrès, et je veux le dire très clairement, ce n'est rien de tout cela. Dans la version trumpiste de la diplomatie, apparemment un compte à rebours peut être rebaptisé trophée de paix si l'éclairage est assez flatteur. Ce cessez-le-feu n'est pas la paix. Ce cessez-le-feu est une pause temporaire dans les combats négociés par le Pakistan le 8 avril 2026, après 40 jours de bombardements américains et israéliens intenses contre l'Iran. Et je veux expliquer exactement pourquoi cette pause a eu lieu, parce que la raison de cette pause dit tout sur ce qui va se passer ensuite. Les États-Unis n'ont pas arrêté de bombarder l'Iran parce qu'ils étaient en train de gagner. Les États-Unis ont arrêté de bombarder l'Iran parce que le détroit d'Ormuz était fermé, et un détroit d'Ormuz fermé signifie que 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole est perturbé. Cela signifie que les prix du pétrole montent à 4,25 $, 100 $ peut être 150 $ le baril. Cela signifie que l'économie mondiale commence à trembler. Cela signifie que la bourse américaine commence à chuter. Et cela signifie que la position politique de Trump à l'intérieur du pays commence à s'effondrer. C'est la partie de la stratégie qui entre rarement proprement dans un slogan de campagne. Et l'Iran n'a pas accepté un cessez-le-feu parce qu'il était en train de perdre. L'Iran a accepté un cessez-le-feu parce qu'il avait déjà atteint son objectif stratégique à court terme. Il avait démontré au monde entier qu'il pouvait fermer la voie maritime la plus importante de la planète. Il avait démontré que des drones à 50 000 $ pouvaient détruire des systèmes d'armes américains valant des milliards de dollars. Il avait démontré qu'après 40 jours de la campagne de bombardement américaine la plus intense depuis le Vietnam, l'Iran tenait toujours debout, continuait de se battre, continuait de lancer des missiles. C'est ce que l'Iran voulait montrer au monde. Et le cessez-le-feu lui a donné le temps de faire passer ce message tout en consolidant sa position. Les deux camps ont donc marqué une pause, non pas parce qu'ils voulaient la paix, mais parce que les deux camps avaient besoin de temps. Maintenant, voici la question cruciale. Que s'est-il passé pendant cette période de cessez-le-feu? Quelque chose a-t-il été résolu? Les deux camps se sont-ils rapprochés? Et la réponse qui ne surprendra personne suivant cette analyse est non. Presque rien n'a été résolu. Et l'écart entre les deux camps est, si quelque chose, plus large maintenant qu'au début du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu a été annoncé le 8 avril. La période convenue était de 2 semaines. Quelques heures après l'annonce, JD, Vance, le vice-président des États-Unis, s'est présenté et l'a qualifié de trêve fragile. Pas d'accord, pas de paix, une trêve fragile. C'est le vice-président américain qui décrit son propre cessez-le-feu. Cela vous dit quelque chose d'important sur le sérieux avec lequel les Américains eux-mêmes le considèrent. Quand même l'équipe de vente refuse d'appeler le produit terminé, la brochure commence à avoir l'air un peu désespérée. Le 11 avril, le premier cycle de discussion directe a eu lieu à Islamabad, au Pakistan. C'était historique dans un sens précis. Il s'agissait du contact direct, au plus haut niveau, entre les États-Unis et l'Iran depuis la révolution islamique de 1979. J.D. Vance, Steve Witkoff et Jared Kushner se sont rendus à Islamabad. Les Iraniens ont envoyé le président de leur parlement, Ghalibaf, et le ministre des Affaires étrangères, Araghchi. Ils ont discuté, puis ils sont repartis sans aucun accord. Ensuite, le cessez-le-feu a commencé à être violé presque immédiatement. Les États-Unis ont imposé un blocus naval aux ports iraniens, ce qui signifie que les navires ne pouvaient plus acheminer d'importation en Iran par la mer. L'Iran a qualifié cela de prétexte pour violer le cessez-le-feu et de crimes de guerre potentiels. L'Iran a commencé à poser des mines dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont commencé à déminer ces mines par la force. Des destroyers américains ont tenté de transiter par le détroit. Les forces iraniennes les ont attaqués avec des missiles, des drones et de petites embarcations. Les États-Unis ont riposté par des frappes aériennes contre des installations militaires iraniennes à l'intérieur de l'Iran. Donc voilà un soi-disant cessez-le-feu durant lequel les deux camps se combattent activement dans le détroit d'Ormuz. C'est ce que J.D. Vance voulait dire par trêve fragile. C'est un cessez-le-feu de non seulement. Puis Trump a prolongé le cessez-le-feu, non pas parce que des progrès avaient été réalisés, mais parce que l'Iran avait demandé au Pakistan de réclamer plus de temps pour soumettre une nouvelle proposition. Et Trump a accepté à contre-cœur. Rien ne dit mieux maîtrise et force que prolonger une échéance, tout en prétendant que cette échéance n'a jamais rendu personne nerveux. Puis le président du Parlement iranien Ghalibaf a déclaré publiquement quelque chose de très important. Il a dit, je le cite de près ici, nous n'acceptons pas de négociations sous l'ombre des menaces. Et au cours
des 2 dernières semaines, nous nous sommes préparés à révéler de nouvelles cartes sur le champ de bataille. Lisez cela très attentivement. Le camp iranien dit 2 choses en même temps. Premièrement, nous sommes prêts à négocier. Deuxièmement, pendant cette période de cessez-le-feu, nous avons préparé de nouvelles armes et de nouvelles options militaires que vous ne connaissez pas encore. Voilà la position de négociation iranienne. Voilà avec qui les États-Unis essaient de conclure un accord. Et du côté américain, Trump a déclaré à PBS News que si le cessez-le-feu expire sans accord, beaucoup de bombes commenceront à exploser. Il a dit à une émission de radio que l'Iran verrait des problèmes comme il n'en a jamais vu auparavant. Puis les forces américaines ont saisi un porte-conteneur iranien dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a qualifié cela d'acte de piraterie. En réponse, l'Iran a suspendu sa participation au 2e cycle de discussion à Islamabad. La version destinée aux médias est toujours simple. Menacer bruyamment, saisir quelque chose, puis faire semblant d'être surpris quand l'autre camp quitte la salle. Alors, au moment où nous arrivons aujourd'hui, au moment où ce cessez-le-feu touche à sa fin, voici la situation réelle sur le terrain. Les discussions ont échoué 2 fois. Les 2 camps continuent d'échanger des tirs dans le détroit. Les États-Unis ont imposé un blocus naval. L'Iran a posé des mines. Le porte-avions Gerald Ford a discrètement quitté le Moyen-Orient et est rentré chez lui. Et les 2 camps ont soumis des propositions concurrentes. Le plan américain en 14 points et le contre-plan iranien en 14 points que des analystes de Chatham House décrivent comme tellement éloignés l'un de l'autre que si les 2 camps ne changent pas de position, il ne peut y avoir d'accord. Ce n'est pas un cessez-le-feu qui approche d'une résolution. Ce sont 2 camps qui rechargent leurs armes. Maintenant, je vais aller plus loin, parce que comprendre ce qui se passe en surface ne suffit pas. Il faut comprendre la logique structurelle qui se trouve en dessous. Et pour cela, je veux examiner très attentivement les principaux points de désaccord entre les 2 camps, parce que ces désaccords ne sont pas aléatoires. Ils reflètent un conflit fondamental sur qui contrôlera le Moyen-Orient à l'avenir. Alors, que veulent les États-Unis ? Au cœur de la proposition américaine en 14 points, il y a 3 choses que les États-Unis doivent absolument obtenir. Premièrement, l'Iran doit arrêter tout enrichissement d'uranium, pas le ralentir, pas limiter, l'arrêter complètement et remettre son stock existant d'uranium enrichi, environ 440 kg enrichi à 60% de pureté, directement aux États-Unis. Pensez-y. Les États-Unis demandent à l'Iran de leur remettre physiquement son uranium. L'Iran doit aussi s'engager à ne pas enrichir d'uranium pendant au moins 12 ans. Dans la négociation à la manière Trump, l'offre initiale ressemble souvent moins à une négociation qu'un discours de victoire écrit avant même que l'autre camp entre dans la pièce. Deuxièmement, l'Iran doit démanteler ou limiter sévèrement son programme de missiles balistiques, parce que ce sont ces armes qui ont visé des bases américaines et frappé profondément à l'intérieur d'Israël. Les États-Unis ne peuvent pas permettre à l'Iran de conserver les armes qui ont contesté leur domination militaire dans la région. Troisièmement, l'Iran doit mettre fin à son soutien à ce que les États-Unis appellent des mandataires régionaux, c'est-à-dire le Hezbollah au Liban, le mouvement Houthi au Yémen, les forces de résistance irakiennes et les groupes armés palestiniens. Autrement dit, l'Iran doit abandonner tout son réseau d'alliés régionaux qu'il a passé 20 ans à bâtir à un coût énorme. Maintenant, pensez à cela du point de vue de l'Iran. Si vous êtes l'Iran et que vous venez de passer 40 jours à être bombardé par l'armée la plus puissante du monde et que vous avez survécu, accepteriez-vous ces conditions ? Abandonneriez-vous votre programme nucléaire, vos missiles et vos alliances régionales ? Tout cela en même temps, ce n'est pas une négociation. C'est une reddition inconditionnelle déguisée en langage diplomatique. Mais avec assez de microphones, même une reddition inconditionnelle peut être présentée comme une généreuse invitation à être raisonnable. Trump l'a lui-même rendu explicite le 6 mars lorsqu'il a exigé la reddition complète et inconditionnelle de l'Iran. C'était sa position de départ, et malgré un certain adoucissement du langage depuis, le fond n'a pas beaucoup changé. Maintenant, que veut l'Iran ? La contre-proposition iranienne est tout aussi ferme. L'Iran veut que la guerre prenne fin simultanément sur tous les fronts, y compris au Liban et en Irak, et pas seulement à l'intérieur de l'Iran lui-même. L'Iran veut que le blocus naval américain des ports iraniens soit levé immédiatement. L'Iran veut que toutes les sanctions américaines contre l'Iran soient levées de façon permanente. L'Iran veut des réparations pour les dommages causés par la campagne de bombardement aux villes, aux usines et aux infrastructures iraniennes. L'Iran veut une garantie du Conseil de sécurité des Nations Unies selon laquelle les États-Unis n'attaqueront plus l'Iran. Et l'Iran veut que son droit à enrichir de l'uranium à des fins nucléaires civiles soit reconnu et protégé au niveau international. Et voici le point le plus critique. L'Iran a dit explicitement qu'il ne discuterait pas du tout de son programme nucléaire dans ce cycle actuel de négociations. L'Iran dit que la fin de la guerre vient d'abord. Les discussions nucléaires viendront plus tard, dans des conditions différentes, après l'établissement de la confiance. Mais les États-Unis disent que la question nucléaire est toute la raison pour laquelle cette guerre a commencé. Elle n'est pas négociable et doit être réglée en premier.
Donc, les États-Unis disent que la question nucléaire doit être réglée avant toute autre chose. Et l'Iran dit, nous ne discuterons pas de la question nucléaire tant que la guerre ne sera pas terminée et que les sanctions ne seront pas levées. Ce ne sont pas seulement des positions de négociation différentes, elles sont structurellement incompatibles. Elles ne peuvent pas être vraies en même temps. Et c'est pourquoi, après 2 cycles de discussion à Islamabad et plus d'1 mois de cessez-le-feu, rien n'a été convenu. Maintenant, je veux appliquer la théorie des jeux, parce que c'est là que se trouve la véritable compréhension. Pensons à cela comme à un jeu entre 2 joueurs. Le joueur A et les États-Unis, le joueur B et l'Iran. Chaque joueur a certaines options et certaines contraintes. Et l'idée clé de la théorie des jeux est celle-ci. Pour prédire ce qu'un joueur fera, il faut comprendre non seulement ce qu'il veut, mais ce qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Que ne peuvent pas se permettre de perdre les États-Unis? 3 choses. Premièrement, la crédibilité. Trump a émis plusieurs menaces. Bombarder l'Iran dans 48 heures, bombarder l'Iran dans 5 jours, bombarder l'Iran dans 10 jours, et il a prolongé chaque échéance. Chaque fois qu'il a prolongé sans obtenir de résultat, la position de négociation de l'Iran s'est renforcée. En théorie des jeux, on appelle cela le problème des menaces non crédibles. Quand vos menaces ne sont pas crues, vous perdez votre levier. Trump le sait. À un moment donné, il doit agir, sinon ces menaces deviennent définitivement sans valeur. Pas seulement avec l'Iran, mais aussi avec la Chine, la Russie, la Corée du Nord et tous les autres. Une menace qui change constamment de date commence à ressembler moins à une ligne rouge qu'à une notification de calendrier avec éclairage de scène. Deuxièmement, Trump ne peut pas se permettre une perturbation économique prolongée. Le pétrole à 95 $ le baril est douloureux. Le pétrole à 120 ou 150 $ serait catastrophique pour les consommateurs américains. La coalition politique de Trump repose en partie sur les prix de l'énergie et la performance économique. Une récession sérieuse causée par des prix élevés du pétrole serait politiquement dévastatrice pour lui. Le discours de meeting peut survivre à bien des choses. La pompe à essence, elle, est beaucoup moins loyale. Troisièmement, Trump ne peut pas se permettre d'avoir l'air d'avoir perdu cette guerre. Il a commencé cette guerre, il l'a qualifiée de grande victoire militaire à de nombreuses reprises. Si elle se termine sans atteindre l'objectif déclaré, soit pas d'armes nucléaires iraniennes, Trump aura l'air d'avoir échoué. C'est un désastre politique. Maintenant, qu'il ne peut pas se permettre de perdre l'Iran. 3 choses aussi. Premièrement, la souveraineté. Si l'Iran accepte les conditions américaines sur la question nucléaire, les missiles et les alliances régionales, il aura essentiellement accepté le contrôle américain sur sa politique étrangère. Tout gouvernement iranien qui accepterait ces conditions serait vu par sa propre population comme ayant abandonné tous ceux pourquoi le pays s'est battu. Le gouvernement ne survivrait pas politiquement. Deuxièmement, une garantie de sécurité. L'Iran a vu ce qui est arrivé à l'Irak après que les Américains ont décidé de l'envahir. Il a vu ce qui est arrivé à la Libye après que Kadhafi a abandonné son programme nucléaire, puis a été tué dans un soulèvement soutenu par les États-Unis. L'Iran sait que renoncer à ses armes et à ses alliances ne le rend pas plus sûr. Cela en fait la prochaine cible. L'Iran a besoin d'une garantie réelle et vérifiable que les États-Unis n'attaqueront plus. Les États-Unis n'ont pas offert cela. Troisièmement, l'Iran ne peut pas se permettre d'ouvrir le détroit d'Ormuz sans condition, parce que le détroit est actuellement sa seule véritable source de levier face aux États-Unis. Dès que l'Iran ouvre le détroit sans obtenir quelque chose de réel en retour, il perd sa carte la plus puissante. Les États-Unis n'ont plus besoin de négocier. La pression économique sur les États-Unis est soulagée et l'Iran n'obtient rien. Les 2 camps ont donc des choses qu'ils ne peuvent absolument pas abandonner, ce qui signifie que l'espace pour un véritable accord en ce moment est en réalité très étroit, beaucoup plus étroit que la plupart des commentateurs ne l'admettent. Alors, laissez-moi maintenant donner mes 3 scénarios pour les 7 prochains jours et mon évaluation honnête de la probabilité de chacun. Scénario 1, les combats majeurs reprennent. Le cessez-le-feu expire. Les discussions à Islamabad n'ont pas lieu ou s'effondrent en quelques heures. Trump autorise de nouvelles frappes sur le territoire iranien, visant possiblement les infrastructures énergétiques iraniennes qu'il avait menacé de frapper il y a quelques semaines. L'Iran répond par des attaques à grande échelle contre les infrastructures des États du Golfe, les installations pétrolières saoudiennes, les usines de dessalement des Émirats arabes unis, les bases militaires américaines dans toute la région. L'Iran révèle aussi ses nouvelles cartes sur le champ de bataille, de nouveaux systèmes de missiles, des essaims de drones plus efficaces, possiblement des frappes sur des cibles auparavant considérées comme sûres ou hors de portée. Le pétrole monte immédiatement à 120 $, 130 $, peut être plus. Les marchés boursiers mondiaux chutent fortement. Le monde entre dans une crise aiguë. Est-ce probable? Je pense que c'est plus probable que ce que disent les grands médias. Voici pourquoi. Trump a déjà frappé des installations iraniennes dans le détroit le 7 mai. Le commandement central américain, le CENTCOM, l'a annoncé officiellement. C'est une violation de l'esprit du cessez-le-feu, même si cela a été présenté comme de la légitime défense.
Le président du Parlement iranien a dit publiquement qu'ils étaient prêts avec de nouvelles cartes sur le champ de bataille. Le Gerald Ford a quitté la région, mais les États-Unis ont encore 2 autres groupes aéronavals sur place. L'USS Abraham Lincoln et l'USS George H.W. Bush sont tous les deux dans la région. La puissance de frappe américaine reste très importante et Trump a un fort incitatif politique à démontrer de la force avant que le prochain cycle d'actualité américain passe à autre chose. Pour le théâtre politique autour de Trump, la force semble souvent exiger une explosion avant que le prochain cycle de nouvelles ne s'ennuie. Scénario 2, une autre prolongation du cessez-le-feu, une impasse prolongée. Le Pakistan et la Chine parviennent à négocier une autre prolongation. Peut être 10 jours, peut être 2 semaines, peut être 1 mois. Les discussions d'Islamabad se poursuivent sous une forme ou une autre. Les 2 camps continuent de se tester et de se sonder dans le détroit. Des escarmouches de faible intensité, mais pas de frappe majeure. Le pétrole reste autour de 90 à 100 $. L'économie mondiale souffre, mais ne s'effondre pas. Et le conflit entre dans ce que j'appelle une phase de guerre gelée. Guerre économique, guerre politique, guerre de l'information, mais action militaire directe limitée. C'est possible. La Chine veut particulièrement ce résultat. La Chine ne peut pas se permettre du pétrole à 150 $. La Chine a besoin que le détroit soit ouvert pour sa propre économie. La Chine exerce une pression réelle en coulisses. Le Pakistan est aussi sincèrement engagé comme médiateur et Trump, en réalité, ne veut pas une autre escalade maintenant s'il peut l'éviter parce que les conséquences économiques frappent les consommateurs américains. Mais pour que cela arrive, l'Iran doit participer aux discussions d'Islamabad. En ce moment, l'Iran refuse parce que les États-Unis ont saisi son navire. Ce refus doit être surmonté et cela exige que quelqu'un, probablement le Pakistan ou la Chine, convainque discrètement l'Iran que participer en vaut la peine et convainque les États-Unis de faire un geste donnant à l'Iran une raison de revenir à la table. Un petit geste peut être la chose la plus difficile à vendre quand toute l'image de marque a été construite autour de l'idée de ne jamais cligner des yeux. Scénario 3, un accord cadre partiel qui donne aux 2 camps quelque chose avec quoi travailler. C'est le scénario où le Pakistan, soutenu par la Chine et possiblement la Russie, conçoit un accord étroit. Quelque chose comme ceci. L'Iran accepte de rouvrir partiellement le détroit d'Ormuz au trafic commercial. Les États-Unis acceptent de lever partiellement le blocus des ports iraniens. Les 2 camps acceptent un cadre formel de négociation de 45 jours sur les questions restantes. Le nucléaire, les missiles, les sanctions, les réparations. Pas d'accord final, mais une structure pour parvenir à un accord final. Les propositions les plus récentes de l'Iran vont dans cette direction. L'Iran veut séparer les questions immédiates et la guerre, ouvrir le détroit, lever les sanctions, des questions plus difficiles à long terme comme le programme nucléaire. Les États-Unis résistent à cette séparation, mais il existe une version de cela que Trump pourrait accepter et déclarer comme un progrès. Nous avons ramené l'Iran à la table. Nous avons remis une partie du trafic d'Ormuz en mouvement. Nous négocions l'accord nucléaire à partir d'une position de force. C'est une position défendable sur le plan narratif pour Trump, même si le fond représente une concession importante. Le truc, comme toujours, est de trouver une concession assez grande pour compter et un angle de podium assez bon pour appeler ça de la domination. Alors quel scénario est-ce que je prédis réellement? D'après mon analyse structurelle, je crois que nous nous dirigeons très probablement vers une combinaison du scénario 1 et du scénario 2. Ce que je veux dire par là, c'est ceci. Il y aura une escalade dans les 2 ou 3 premiers jours lorsque le cessez-le-feu expirera et que les 2 camps démontreront qu'ils prennent leurs menaces au sérieux. L'Iran révélera au moins une nouvelle capacité militaire. Les États-Unis mèneront de nouvelles frappes contre des installations militaires iraniennes. Le pétrole bondira, les marchés chuteront. Mais dans les 5 à 7 jours, la Chine et le Pakistan exerceront assez de pression sur les 2 camps pour qu'une nouvelle prolongation devienne possible. Pas un accord, une prolongation. Et la guerre retombera dans la phase de conflit gelé, guerre économique active, escarmouches militaires limitées, pas de grande campagne de bombardement jusqu'à la prochaine échéance. La raison pour laquelle je crois cela, c'est ce que la théorie des jeux nous dit sur les incitatifs des 2 camps. Aucun des 2 camps ne veut réellement la reprise complète des grands bombardements maintenant. Les États-Unis, à cause des coûts économiques et politiques, l'Iran, parce qu'il sait qu'il peut soutenir indéfiniment la situation actuelle, mais qu'il souffrirait beaucoup d'une nouvelle campagne de bombardement intensive. Mais aucun des 2 camps ne peut avoir l'air de reculer publiquement. Alors les 2 camps vont escalader suffisamment pour sauver la face, puis accepter une nouvelle prolongation qui sauve aussi la face. Dans le manuel de performance de l'ère Trump, la désescalade a encore besoin d'un peu de fumée en arrière-plan pour que personne ne l'appelle une retraite. La question est de savoir si l'escalade des premiers jours restera contrôlée, parce que c'est là le vrai danger. Dans une situation avec 2 puissances proches du seuil nucléaire, de multiples mandataires régionaux et un passage maritime très étroit et stratégiquement crucial où opèrent des moyens militaires de plusieurs nations,
des accidents se produisent. Des erreurs de calcul se produisent. Un seul mauvais mouvement, un navire américain coulé, une frappe qui tue un grand nombre de civils iraniens, un missile iranien qui frappe le centre-ville d'une ville des Émirats arabes unis plutôt qu'une base militaire, pourrait créer une dynamique qu'aucun des deux camps ne voulait, mais dont aucun ne pourrait revenir. C'est le vrai risque des 7 prochains jours, non pas une guerre totale intentionnelle, mais une escalade accidentelle qui devient impossible à arrêter. Permettez-moi de conclure avec la vue d'ensemble. Nous assistons à la transition géopolitique la plus importante de notre vie. L'Empire américain démontre ses limites en temps réel devant le monde entier, non pas parce que l'Iran est plus puissant que les États-Unis au sens militaire conventionnel, mais parce que l'Empire américain a 3 faiblesses fatales que cette guerre expose. Première faiblesse, il ne peut pas soutenir politiquement des pertes humaines. Les Américains ne veulent pas mourir pour cette guerre. Le complexe militaro-industriel peut produire des armes coûteuses, mais il ne peut pas produire la volonté politique d'utiliser des troupes au sol. Deuxième faiblesse, ces systèmes d'armes les plus coûteux ne fonctionnent pas efficacement contre des armes asymétriques bon marché. Le F-35 a été abattu, le Gerald Ford s'est enfui, le Patriot ne peut pas arrêter des drones à 50 000 $. L'Empire a passé des décennies à fabriquer des armes conçues pour se battre contre leurs équivalents, pas pour combattre des civilisations déterminées prêtes à utiliser des solutions à 50 000 $ contre des problèmes à $1 milliard. C'est une diapositive embarrassante pour n'importe quel point de presse bâti autour de l'expression puissance militaire inégalée. Troisième faiblesse, sa fondation financière. Le système du pétrodollar dépend du contrôle des flux pétroliers du Golfe. Et ce contrôle est maintenant directement contesté. Pendant ce temps, la Chine observe patiemment, bâtit son économie, bâtit ses réseaux commerciaux, bâtit les nouvelles routes de la soie qui passent par l'Iran, attendant le moment où l'Empire américain épuisé devra reculer et où la Chine avancera comme partenaire indispensable de la reconstruction et de la stabilité. La fin du cessez-le-feu dans les 7 prochains jours est un chapitre de cette histoire beaucoup plus longue. Observez attentivement, portez attention aux signaux que j'ai décrits. Le prix du pétrole, les déclarations publiques du Pakistan, les mouvements diplomatiques de la Chine, ceux-ci vous diront ce qui se passe réellement beaucoup mieux que tout ce que vous verrez en surface. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous aux Nouvelles du Continent et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage.